Dans l'actualité des idées aujourd'hui, Hong Kong, la guerre des mondes, un projet de loi visant à autoriser les extraditions qui a mis en juin le feu aux poudres, un mouvement de protestation qui ne faiblit pas depuis l'été, des étudiants pro-démocratie, anti-Pékin retranchés dans un campus et qui tiennent bon. Hong Kong se cherche décidément un nouveau souffle démocratique. Désobéir jusqu'où? On en parle avec notre invité Sébastien Weg, directeur d'études à l'EHESS, spécialiste de l'histoire culturelle et intellectuelle chinoise, habitué des marges, des minorités. Il s'est aussi notamment intéressé aux liens entre modernité littéraire et revendications démocratiques dans Fiction du pouvoir chinois, et au rapport entre intellectuels et mouvements sociaux depuis le mouvement des parapluies de 2014. Bonjour à vous Sébastien Weg. Bonjour. Hong Kong, c'est ce petit territoire... Ah, c'est un micro qui grince. Voilà, oui, il est bien placé. Hong Kong, c'est ce petit territoire rétrocédé par les Britanniques en 97, rattaché sous un statut spécial aux géants chinois. Ce qui se joue actuellement, est-ce pour vous, Sébastien Weg, la suite d'une expérience politique et culturelle singulière ? Hong Kong, effectivement, est un territoire aux marges des empires, c'est ça qu'on dit. Ça, c'est sa singularité, mais... comment dire, cette singularité est inscrite dans une histoire en fait, et Hong Kong est toujours en train d'évoluer, depuis ce statut de colonie ultra prospère, efficace, qui s'occupait pas de politique. Toujours un peu décalé par rapport aux revendications nationales, aux grandes idées, aux grands mouvements qui ont agité la Chine, mais quand même en lien avec ces mouvements-là. Enfin, on se souvient que Hong Kong a hébergé Sun Yat-sen au début du XXe siècle. Les révolutionnaires chinois ont trouvé refuge à Hong Kong à différents moments de l'histoire. Depuis la rétrocession, Hong Kong, effectivement, se trouve de plus en plus dans un espace de plus en plus réduit pour poursuivre pour continuer à jouer ce rôle particulier. Donc, je dirais que voilà, c'est une expérience qui est encore en cours de réalisation. On ne sait pas exactement vers où se dirige Hong Kong. Et c'est cette singularité aussi que les étudiants qui manifestent réaffirment à travers leur slogan, cette particularité, ce qui distingue Hong Kong du reste de la Chine, qui se manifeste aussi dans un bras de fer aujourd'hui quotidien avec Pékin. Vous parlez de l'invention d'une identité, d'une cité-nation. Quelle est la particularité de cette identité hongkongaise ? Donc oui, l'identité hongkongaise, effectivement, c'est exactement cette idée-là d'une chose très fluide et en mouvement et qui est en train de changer en fonction de l'environnement. Donc dans les années 70 est apparue une identité qui était vraiment une identité, disons... Enfin, donc il y a différentes couches en fait, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Donc sur le plan politique, jusqu'à assez récemment en fait, Hong Kong n'a pas eu vraiment d'identité distincte. C'est-à-dire qu'à Hong Kong se sont joués, depuis le début du XXe siècle, en fait, les grands conflits politiques de la Grande Chine. Donc, entre les révolutionnaires et les conservateurs au début du XXe siècle, entre les communistes et les nationalistes au milieu du XXe siècle, entre les réformateurs et les autres, disons, plus vers les années 70 et 80. Mais donc, il y a eu une identité qui était une identité culturelle, donc qui était liée au rôle de Hong Kong de centre des industries culturelles en Asie, donc avec la cantopop, avec le cinéma hongkongais, donc ça c'est les années 70. Mais cette identité hongkongaise s'est vraiment traduite en question politique seulement, disons, après le mouvement de Tiananmen. Donc ça joue un grand rôle dans l'évolution de Hong Kong. Donc en 89, quand a lieu le mouvement démocratique en Chine, à Pékin, Hong Kong se mobilise de façon extrêmement forte en soutien aux étudiants à Pékin. Donc à la fois, il y a des manifs à Hong Kong, il y a des opérations pour donner de l'argent, donner du soutien matériel aux étudiants à Pékin, et ensuite pour les aider à sortir de Chine, les meneurs étudiants, donc ce qui s'appelait l'opération Yellowbird.
Et à partir de ce moment-là, il y a une sorte de dynamique qui se met en route où, en fait, pendant longtemps, enfin, ce qu'il faut voir, c'est que Hong Kong a eu un itinéraire particulier. Il y a pas beaucoup d'exemples de colonies qui ne sont pas devenues indépendantes, en fait. Donc, depuis très longtemps, les Hongkongais se posent la question de leur rapport à la Chine. Mais l'idée d'une entité politique distincte, c'est pas quelque chose qui a une très longue histoire, disons, à Hong Kong. Donc après 89, ce qui s'est vraiment passé, c'est que un certain nombre de Hongkongais ont commencé à penser que la démocratie devait prendre le pas sur l'appartenance nationale. Et c'est dans ce sens-là que petit à petit s'est cristallisée cette idée de Hong Kong comme communauté démocratique. L'idée au départ, c'était que Hong Kong reviendrait vers la Chine et que la Chine elle-même se démocratiserait. Donc ça, c'est le happy end qui n'a pas eu lieu. C'est ça que je dis en général. Donc à partir de ce moment-là, la rétrocession elle-même devenait problématique en fait. À partir du moment où la Chine n'allait pas se démocratiser, le retour de Hong Kong à la Chine en tant que quantité certes chinoise mais attachée à la démocratie, bien que, alors encore une fois, chaque formulation est toujours sujette à critique. Alors certains soulèvent la question de la démocratie sous l'époque coloniale. Donc bien sûr, il ne faut pas obscurcir ce pan d'histoire. Donc il n'y a pas eu de démocratie à Hong Kong à l'époque coloniale. Donc Hong Kong était une enclave libérale mais pas démocratique, où la presse a pu se développer, où les universités ont pu fonctionner librement, mais c'était pas un système administratif démocratique. Donc les premiers députés au Conseil législatif élus au suffrage universel, c'est 1991, donc bien après la décision en 84 de rendre le territoire à la Chine. Donc après 89, c'est enclenché cette dynamique où la démocratie a pris le pas sur d'autres questions. Et après 97, après la rétrocession, cette dynamique s'est encore affirmée. Tout ça avec des hauts et des bas. Et donc aujourd'hui, on en arrive finalement à une situation où Hong Kong se définit comme la communauté des Hongkongais qui soutiennent l'idée d'un gouvernement démocratique. Et donc c'est une communauté civique, ouverte, mais néanmoins qui est en tension avec la Chine. Et d'autant plus que, disons, l'identité chinoise s'est elle-même cristallisée, raidie autour du régime chinois. Dans les années 70, on pouvait dire qu'on était chinois sans avoir besoin de dire si on était partisan du régime nationaliste à Taipei ou du régime communiste à Pékin, ou encore d'autres choses, des Chinois de la diaspora, du confucianisme, etc. Aujourd'hui, la Chine à Pékin est devenue à nouveau extrêmement forte et n'accepte pas l'idée qu'il y a plusieurs Chines ou qu'il y a plusieurs identités chinoises. Donc ça aussi, ça induit un changement dans le positionnement de Hong Kong. À partir du moment où être chinois, c'est être partisan du régime de Pékin, évidemment, alors à Pékin, on escomptait qu'après la rétrocession, à l'aide d'éducation patriotique, on allait les convaincre, d'éducation civique, etc., les Hongkongais choisiraient donc l'appartenance nationale et mettraient en sourdine la revendication démocratique. Et ce qui s'est passé, c'est l'inverse, en fait. Aujourd'hui, ce être chinois et ce qu'il implique pose problème à Hong Kong. Du fait de ces particularismes que vous évoquez, Sébastien Wegg, cette culture cantonaise, cette expérience coloniale aussi qu'a connue le pays. Juste pour bien comprendre, vous avez employé ce mot de démocratie. Est-ce que vous diriez que ce mouvement de contestation aujourd'hui est porteur finalement d'un autre récit démocratique ? Quelle est sa conception de la démocratie, ce que les manifestants en attendent? Donc, le grand mouvement démocratique, c'était 2014, le mouvement des parapluies. Ce qui s'est passé cette année, c'est un petit peu particulier. Donc, ce mouvement s'est déclenché, comme vous l'avez dit, autour d'un projet de loi d'extradition. Cette loi d'extradition, qui a été retirée depuis, aurait, d'une certaine façon, dilué la frontière entre Hong Kong et la Chine, puisque malgré la rétrocession, il y a une frontière assez étanche, notamment sur le plan juridique.
juridique. Et donc le fait de pouvoir mettre en place ce type d'extradition, même avec un certain nombre de garanties, aurait mis fin d'une certaine façon à la sécurité juridique sur le territoire de Hong Kong. C'est ça que les gens ont vu. Donc je dirais que le mouvement de cette année a quand même commencé comme un mouvement de défense des libertés fondamentales plutôt qu'un mouvement pour la démocratie. Donc ça, c'est les deux. On sépare toujours un peu ces deux choses, puisque les libertés fondamentales, effectivement, ont été plus ou moins, mais quand même globalement garantie sous l'époque coloniale, depuis bien longtemps. La démocratie, c'est une arrivée tardive. Donc, dans le passé, les mouvements de défense des libertés publiques ont généralement été couronnés de succès. Les mouvements d'avancée vers la démocratie à Hong Kong ont rarement été couronnés de succès franc. Donc, cette année, ce mouvement, au fur et à mesure donc, de l'été, c'est dégagé donc, cette 5e revendication pour le suffrage universel qui fait que ce mouvement s'inscrit aussi dans la suite des mouvements démocratiques. Mais l'énorme mobilisation des Hongkongais et encore la mobilisation aujourd'hui, je dirais que c'est quand même une mobilisation en défense des libertés publiques. Elle a été alimentée par les violences policières, par les atteintes à la liberté de manifester, et donc c'est avant tout un mouvement de défense des libertés publiques. Donc il faut replacer ça dans le rapport entre Hong Kong et Pékin. Pékin, effectivement, cherche à dire que c'est un mouvement pour l'indépendance et pour demander une démocratisation totale qui n'a jamais été promise. C'est certainement pas un mouvement pour l'indépendance de Hong Kong. Donc, on a vu un sondage récent où 11% seulement des Hongkongais sont en faveur de l'indépendance. Donc, c'est pas du tout un mouvement indépendantiste. C'est un mouvement de défense du statut du haut degré d'autonomie de Hong Kong qui est prévu dans la loi fondamentale et des libertés fondamentales qui sont garanties dans ces textes. Voilà, on entend ça dans la bouche des manifestants à Hong Kong, cette idée qu'il ne s'agit pas de prendre complètement son autonomie ou son indépendance, en tout cas, qu'on a encore besoin de Pékin quand même, hein. Vous parliez de sondages. Est-ce qu'on peut aujourd'hui mesurer le soutien de l'opinion publique aux manifestants? Il y a un scrutin dimanche, c'est les districts qui vont être renouvelés. Est-ce que ce sera un indicateur ? Certainement, donc les 18 districts de Hong Kong, donc ça fait partie de la démocratisation un peu incertaine, mais néanmoins existante. Donc les districts ont été longtemps des entités un petit peu courroie de transmission entre le pouvoir colonial et les habitants. Les conseils de district ont été entièrement démocratisés, donc tous les membres des conseils de district sont maintenant élus au suffrage universel, majoritaire, à la différence d'autres élections qui se font à la proportionnelle. Donc c'est un scrutin qui favorise déjà, de ce point de vue-là, les démocrates. Alors, historiquement, les districts, c'est des lieux un peu de clientélisme, de distribution de faveurs, donc ça... En contrepartie, ça a favorisé les partis pro-Pékin qui ont beaucoup plus de moyens, qui peuvent facilement, disposer de choses à distribuer aux habitants des districts. Donc la situation actuelle, c'est que environ 3/4 des conseillers de district élus sont pro-Pékin. Certainement, cette année, avec l'inscription d'environ, si je me souviens bien, 600 000 personnes supplémentaires sur les listes électorales, le contexte du mouvement... Même s'il y a des choses un peu étranges qui se passent comme toujours dans ces élections, des candidats qui se présentent, qui ont presque exactement le même nom que le candidat démocrate. Donc il y en a 3 ou 4 qui arrivent dans le même district et avec des affiches très semblables, etc. Donc c'est des tactiques pour diviser les votes, en fait, pour que les gens se trompent en votant. Donc ça, c'est des choses qui arrivent toujours. Mais... on attend donc une victoire des démocrates, mais néanmoins, c'est une victoire qui sera avant tout symbolique. Les districts n'ont pas vraiment de pouvoir, donc ça ne changera pas la dynamique politique. Vous, Sébastien Wegg, est-ce que vous êtes allé à Hong Kong dans les dernières semaines, derniers mois ? Fin septembre. Fin septembre. Et vous continuez à suivre la situation sur les réseaux sociaux, beaucoup aussi. Quel est votre sentiment ? Est-ce que la majorité de la population continue à soutenir la manifestation, la mobilisation, ou est-ce qu'elle commence à s'essouffler ?
on n'a pas de sondage très très récent, donc on a des sondages qui datent du mois d'octobre, on a un sondage qui date de mi-novembre, donc la population soutient les demandes des manifestants, donc en particulier la mise en place d'une commission d'enquête indépendante sur les violences policières et le suffrage universel, quoi qu'on mette précisément sous cette revendication. Mais bon, les méthodes des manifestants ont quand même créé pas mal de débats, suscité pas mal de débats. Donc il y a eu une sorte d'escalade dans la violence des manifestants. Qui est en grande partie le résultat, alors d'une part, de violences de la part de personnes qu'on soupçonne être des membres de triades, qui n'ont pas réellement été punis, des violences policières, et surtout à partir du mois d'août, disons, d'une restriction extrêmement importante de la liberté de manifester, qui était quand même une des grandes libertés de Hong Kong, et donc il y a plus une manifestation qui a été autorisée depuis début août. Donc ce qui est autorisé, ce sont des rassemblements statiques, éventuellement. Mais alors dès que l'horaire est dépassé ou que les gens se déplacent, la police estime qu'ils sont en infraction et donc arrête ces manifestants. Là, on voit un bras de fer autour du campus occupé qui se joue depuis plusieurs jours avec encore quelques manifestants qui restent, qui ont refusé de sortir, qui sont toujours sur place. Il y a eu quand même, depuis le début de cette mobilisation, de nouvelles pratiques qu'on a vu se mettre en place, des Lennon Walls où les Hongkongais affichaient leurs revendications sur des petits morceaux de papier, à des techniques, des modes de mobilisation assez modernes. On a repris cette idée du slogan de Bruce Lee, « Be Water », qui est presque un concept qui raconte comment une masse de manifestants peut se déplacer de manière très souple et occuper le terrain sans occuper la place. I said, empty your mind. Vide ton esprit. Be formless. Sois sans forme. Shapeless. Informe. Like water. Comme l'eau. Now you put water into a cup. Si vous mettez de l'eau dans une tasse, elle devient la tasse. Vous mettez de l'eau dans une bouteille et elle devient la bouteille. Vous la mettez dans une théière, elle devient la théière. Maintenant, l'eau peut couler ou elle peut tout emporter sur son passage. Sois de l'eau, mon ami. Voilà. Est-ce que là, vous entendez dans ces mots de Bruce Lee, la manière dont les manifestants ont pu se réapproprier cette philosophie de la désobéissance et de la mobilisation, l'influence des fictions aussi sur l'organisation de cette contestation ? Je n'avais pas pensé à cet angle, mais effectivement, c'est une remarque très, très bien vue, oui. Dans la tactique des manifestants, il y a une réflexion sur le mouvement des parapluies. Donc, le mouvement des parapluies, c'était un peu Woodstock, je dirais. Donc, les gens ont campé pendant 3 mois devant les bureaux du gouvernement, donc bloqué les autoroutes, planté des cactus dans les crevasses du béton. Et n'ont rien obtenu. Donc on recyclait les déchets, on nettoyait tout derrière eux, on installait des tables pour faire leurs devoirs, etc. Et ont l'impression qu'ils n'ont rien obtenu. Mon point de vue, c'est quand même qu'ils ont obtenu quelque chose qui est le retrait du projet de l'élection du chef de l'exécutif d'une manière qui remplissait en apparence la promesse de suffrage universel, mais en réalité donc instaurait un contrôle complet de Pékin sur les candidats. Donc ce projet de loi a été retiré. Néanmoins, les manifestants n'ont pas obtenu donc l'élection du chef de l'exécutif au suffrage universel avec une réelle liberté de candidature. Donc beaucoup de personnes qui ont participé à ce mouvement estiment que c'était un échec. Et ils renvoient la responsabilité de cet échec donc aux leaders étudiants qui les auraient empêchés de recourir à des moyens plus violents ou de changer de stratégie, etc., qui se seraient enfermés dans un dialogue avec le pouvoir. Donc, le mouvement de cette année prend vraiment le contre-pied en fait du mouvement des parapluies de ce point de vue-là. Oui, ce que certains disent, nous avons appris de nos échecs de la révolution des parapluies, on était trop pacifiques à l'époque. Cette idée de la désobéissance civile, de la non-violence qui ne seraient pas des armes suffisantes pour obtenir ce que l'on veut.
Voilà, donc Be Water, c'est la conséquence de ça. C'est de se dire que, d'une part, il ne voulait pas de leader. Donc, le mouvement est coordonné sur des groupes Telegram, sur des forums comme LIHKG, où les manifestants ou les participants peuvent voter en temps réel sur les actions à prendre, ou alors en différé sur est-ce que c'était bien ou pas de faire certaines choses. Donc tout ça, c'est effectivement très original. Donc, par exemple, il y a eu des moments où ils ont décidé de s'excuser. Mais il y a eu aussi des débats, donc les limites de cette expérience démocratique, ça revient à votre question tout à l'heure sur la nature démocratique de ce mouvement. Les limites de cette expérience, c'est que disons, donc il y a des votes par majorité, mais on ne sait pas qui vote dans ces groupes. À un moment donné, voilà, il peut y avoir 10 000, 20 000 personnes sur un groupe Telegram, mais à un instant T, qui va voter dans la période impartie pour décider? Donc je dis ça par exemple, par rapport à ce qu'on a vu au mois d'août, il y a eu beaucoup de débats sur est-ce qu'il fallait s'en prendre aux magasins, aux boutiques, aux banques d'entreprises pro-Pékin ou contrôlées par des capitaux du continent. C'est le oui qui a gagné, visiblement. Donc voilà, donc le oui a gagné. Alors, bien que il y ait quand même eu pas mal de voix contre cette idée-là. Donc le oui gagne et du coup tout le monde doit assumer cette décision. Et on peut quand même se poser la question, au-delà des violences ponctuelles qui sont attendues, regrettables mais attendues dans un mouvement social de cette ampleur, mais on peut quand même se poser la question de la pertinence de classer les boutiques en 4 couleurs selon leur proximité avec Pékin et de déterminer le degré de destruction qu'on doit leur infliger. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on a vu se développer dans le mouvement au cours de l'été. Et c'est complètement inédit. C'est assez inédit. Ouais. C'est assez inédit. Donc effectivement, à observer, c'est vraiment très intéressant. Mais donc ça montre quand même aussi les limites. Bon, comme toujours, je dirais, de la démocratie interne dans un mouvement social. On n'a pas inventé la méthode miracle pour garantir que les points de vue de tous soient représentés. Donc Be Water, c'était ça. C'était un mouvement donc, complètement coordonné de façon virtuelle qui peut à la fois se cristalliser et à nouveau se dissoudre. Mais là, ce qu'on a vu dans les universités, quand même, je dirais que c'est la victoire, d'une certaine façon, de la stratégie du gouvernement. C'est-à-dire que les étudiants, finalement, ou les manifestants n'ont pas pu en rester à cet état un peu liquide, gazeux, de se dissoudre, disparaître quand on les attaque, etc. Là, ils ont quand même été acculés, enfermés dans un lieu où la police a dit, voilà, tous ceux qui restent maintenant au-delà du signal seront considérés comme des émeutiers. Donc, le gouvernement a mis en place une stratégie vraiment de pourrissement, mais bon, les étudiants, d'une certaine façon, ont quand même un peu succombé à cette stratégie, je dirais. Vous tranchez pas totalement, mais quand même, vous qui avez bien étudié la révolution des parapluies pacifistes en 2014 et aujourd'hui ce mouvement en cours à Hong Kong, clairement demandé. Vous pensez que ça a été une erreur d'une partie de cette jeunesse qui s'oppose au pouvoir central chinois, de cette frange radicale ou des manifestants d'avoir toléré, voire accepté cette part de violence? C'était un engrenage dangereux? Non, moi je me place du point de vue vraiment de l'observateur. Moi je ne suis pas un participant au mouvement, donc je vous demande comme observateur. Voilà, donc j'estime pas avoir la légitimité de donner des conseils en stratégie ou de porter des jugements sur les choix stratégiques qui ont été faits. Ça c'est les participants qui doivent décider. En tant qu'observateur, ce que je crois qu'on peut dire, c'est que le mouvement prend quand même la direction voulue par le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir a voulu que les étudiants se retrouvent dans une situation où ils sont de plus en plus criminalisés, donc notamment l'interdiction des manifestations, comme je disais, c'est quand même pour moi un moment très important. Et d'une certaine façon, ils les ont poussés un peu à l'erreur. J'ai pas de... C'est la sortie du jugement qui jugera, peut-être que du mouvement qui jugera. Peut-être que s'ils obtiennent encore des concessions, peut-être qu'on dira finalement cette stratégie était la bonne. France Culture, 13h20 avec le sinologue Sébastien Weck, directeur d'études à l'EHESS. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Pékin, et c'est peut-être son rôle, a fait monter la pression et tenté d'intimider les manifestants. Mais pourquoi Pékin a-t-il ou a-t-elle raison de craindre cette protestation et les aspirations qu'elle porte? En quoi sont-elles si contraires au modèle qu'elle défend? Pourquoi voit-elle une menace dans ce qui se joue actuellement à Hong Kong? Effectivement, en principe, il ne devrait pas y avoir de menace. Ce mouvement a été un mouvement qui n'aurait pas dû concerner Pékin. C'était un mouvement qui concernait une loi locale, la préservation du statut d'autonomie. Pékin, le gouvernement central lui-même, au début du mouvement, a essayé de se défausser en disant que c'était une loi dont la chef de l'exécutif, Carrie Lam, avait pris l'initiative. Donc, en quelque sorte, Pékin avait soutenu cette loi, mais à la demande de Carrie Lam. Donc, le retrait de cette loi n'aurait pas dû poser de problème particulier. Les demandes, alors sauf le suffrage universel qui est venu plus tard, mais même le suffrage universel est mentionné dans la loi fondamentale. Il n'est pas promis sans aucune condition, mais il est mentionné. Donc, il n'y a aucune de ces demandes qui soit incompatible avec le statut actuel de Hong Kong. Le problème, c'est que... alors, il y a deux problèmes. Il y a d'une part, effectivement, le fait qu'il y ait eu une sorte de spirale de provocation. Face à l'inertie du gouvernement local, un certain nombre de manifestants ont fait des choses comme brûler des drapeaux chinois, les jeter dans le port, taguer l'emblème national chinois sur le bureau de liaison du gouvernement central à Hong Kong. Et ça, évidemment, ce sont des choses que Pékin ne peut pas laisser passer. C'est impossible. Enfin, on ne peut pas imaginer des dirigeants chinois qui restent inertes face à un drapeau chinois qui est brûlé. Donc, à partir de ce moment-là, Pékin a dû prendre un rôle beaucoup plus actif dans la gestion de ce mouvement. Donc ça, c'est environ la première moitié de juillet. Et là, évidemment, les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Et le contexte plus général, c'est que Hong Kong, je dirais... Bon, depuis que Xi Jinping est arrivé au pouvoir en 2012, il s'est en particulier intéressé à un certain nombre de groupes qui... en Chine, survivaient, même si ils n'avaient pas forcément une grande liberté d'action, mais il y avait quand même des avocats qui défendaient les droits des personnes exclues, il y avait quand même des églises souterraines, il y avait quand même des journalistes d'investigation, et tant bien que mal, ces gens-là survivaient. Avec l'arrivée de Xi Jinping, il y a une sorte de volonté de surenchère dans la répression de ces groupes, on peut le dire comme ça quand même. Et moi, je dirais que la stratégie vis-à-vis de Hong Kong fait partie de cette dynamique-là. C'est-à-dire que Hong Kong était un de ces éléments en Chine potentiellement, du point de vue de Pékin, déstabilisateur, parce que c'est un lieu de publication, un lieu où sont des médias indépendants, un lieu où l'Internet est libre, un lieu où des universités peuvent donner des appuis à des gens comme des avocats qui défendent les droits, etc. Donc, il a fallu monter d'un cran sur Hong Kong. Et donc, dans la philosophie générale de Xi Jinping, donc, il y a une réflexion, je dirais, sur la question de la souveraineté. Et un certain nombre de juristes, donc, que j'ai qualifiés de schmittiens, donc influencés par Carl Schmitt, le théoricien donc, de l'état d'exception, le fameux juriste du Troisième Reich. Donc, les écrits de Schmitt ont eu une réception en Chine dans les années 2000, à partir des années 2000. Il y a un certain nombre de juristes qui alimentent le pouvoir en réflexion sur le fait que la souveraineté est supérieure à toutes les autres valeurs, en fait, et que donc les garanties légales, donc ce qu'on appelle le rule by law, c'est-à-dire le système juridique en Chine. Ce n'est pas un état de droit, mais quand même un système juridique bien établi, mais toujours subordonné aux besoins donc, de la souveraineté chinoise et de ce système particulier. Et donc ça s'est appliqué à Hong Kong de façon très directe, puisque l'état de droit à Hong Kong a dû être subordonné à ces besoins donc, d'affirmation de la souveraineté chinoise. Être chinois, disiez-vous, Sébastien
Sébastien Weg. Pékin qui ne supporte pas visiblement la moindre différence en son sein en Chine. Il y a un autre territoire, une autre crise parallèle à celle de Hong Kong, celle du Xinjiang, la province où vit la minorité ouïghour, musulmans et turcophones, et Pékin qui entend les faire, là encore, rentrer dans le rang en les rééduquant. Extrait d'un reportage Arte sur les Ouïghours, ce peuple en danger. Écoutez la voix de cette chinoise d'ethnie kazakh, Sarah Goulezonbe, qui témoigne. Tous les jours, je devais faire travailler les détenus. Je devais leur faire dire des centaines de fois, des milliers de fois « Je suis chinois, je suis fier de la Chine ». Ces phrases, ils devaient les dire debout et les dire fort. Et moi, je devais les guider des milliers de fois. Ils devaient dire leur amour pour Xi Jinping et pour le Parti communiste. Quand j'allais en classe, il y avait 2 policiers armés qui me suivaient dans le dos. Quand je donnais cours, ils restaient derrière moi. Parfois, quand je donnais cours, les policiers armés faisaient irruption dans la classe. Ils étaient 2 ou 3 et sortaient de force des détenus. Parfois aussi, le soir, au moment du dîner, on entendait des gens appeler au secours. Ces voix, ce sont les voix les plus misérables que j'ai jamais entendues. On se disait qu'ils étaient en train de les torturer. Voilà, témoignage sur les camps de rééducation du Xinjiang. Sébastien Weg, début décembre, le prix Sakharov décerné par le Parlement européen sera remis symboliquement à Strasbourg à Ilham Tohti, professeur d'économie dissident ouïghour, emprisonné en Chine, condamné en 2014 pour séparatisme. Un prix qui vient récompenser sa contribution à la lutte pour les droits de l'homme dans le monde. Hong Kong, le Xinjiang, c'est 2 situations différentes, mais juste pour conclure, on voit 2 lieux de crispation sur une idée presque un peu commune quand même aujourd'hui pour le pouvoir à Pékin. Oui, la souveraineté, effectivement, donc comme je disais à l'instant, la souveraineté a pris une place vraiment prépondérante dans la réflexion politique chinoise, comme il ne reste plus grand-chose, effectivement, de l'idéal communiste. C'est l'exceptionnalisme chinois, en fait, qui est l'idéologie du pouvoir. Et Bon, le Xinjiang est important, c'est un cas effectivement très différent de Hong Kong, avec un nationalisme beaucoup plus ancien. Alors Hong Kong, on peut parler de nationalisme, mais c'est vraiment, si on adopte ce mot, je ne sais pas s'il faut l'adopter ou pas, mais c'est vraiment, ça date d'il y a 10 ans, en tout cas, pas plus. Donc le Xinjiang, c'est assez différent. Population rurale, dans une zone d'une grande importance stratégique. Donc là, les déterminants de l'équation sont différents. Mais effectivement, la surenchère dans la souveraineté, les droits que donne la souveraineté pour, se débarrasser de toutes les contraintes de l'état de droit, effectivement, sont un facteur commun, même si à Hong Kong, ça ne peut pas être mis en œuvre de façon aussi directe, puisque Pékin est quand même très contraint par à la fois la loi fondamentale, le cadre juridique et le regard de la communauté internationale. Merci beaucoup à vous, Sébastien Weg. Merci d'avoir été avec nous autour de cette grande table du vendredi. Jean-Christophe Brianchon et Oriane Delacroix ont programmé cette émission, préparée par Laura Dutèche-Pérez avec Sophie Marty et François Bréus. Merci à Henri Leblanc qui a coordonné encore toute cette semaine la grande table, à Clément Nougui à la réalisation avec Clément Daté à la technique. Merci donc aux 2 Clément. Très bel après-midi à tous sur France Culture.